d'accueillir chaleureusement, mais c'est déjà fait, la réalisatrice Nadine Adaki. Je vous propose de vous asseoir. Sachez qu'il y a eu 3 projections publiques, une à Cannes, on en a beaucoup entendu parler, une hier au Halles et une à Boulogne, c'est tout, en présence de la réalisatrice. Donc c'est un vrai honneur et un vrai plaisir que Gaumont et Nadine nous font ce soir d'être là à Boulogne. Nadine, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des enfants? Comment vous les avez trouvés? Où vous les avez trouvés? Est-ce que ce sont des enfants qui vont à l'école? Est-ce que ce sont des enfants qui vont dans la rue? Et comment vous les avez amenés dans cet univers? D'abord, c'était très important pour moi de travailler avec des gens dans ce film qui vivent un peu la même chose que ce qui se raconte dans le film, c'est-à-dire qui viennent avec leur propre vécu, avec leur propre expérience, et que cette expérience soit à peu près, on ne va pas dire la même, mais soit très similaire à ce qu'ils sont en train de vivre dans le film. Parce que c'était important de ne pas avoir l'impression qu'ils sont en train de jouer. D'ailleurs, le mot action sur le tournage n'existait pas, on n'a jamais dit action. Il fallait qu'ils soient. Il fallait qu'ils soient ce qu'ils sont dans la vie. Qu'ils soient, parce que finalement, ils se sont un peu sentis comme les porte-paroles de ces gens qu'ils représentent. Donc il était très important, surtout pour les enfants, de choisir des enfants qui savent de quoi il s'agit. Je ne peux pas demander à un enfant de l'âge de Zane de comprendre la souffrance, de comprendre la maltraitance, la négligence, l'abus, s'il ne l'a pas vécu lui-même. Donc c'était très important de trouver des enfants qui ont vécu presque la même expérience. Donc Zane, on l'a trouvé dans la rue. C'est un réfugié syrien qui vivait depuis à peu près 8 ans à Beyrouth, dans des conditions très difficiles. Donc c'est un garçon qui n'a jamais été à l'école pour des raisons financières. Et donc, il a grandi dans la rue. Il connaît la violence de la rue. Et donc, c'est là qu'on l'a trouvé. Pareil pour Jonas aussi. Jonas est en fait une fille dans la vie. Elle s'appelle Treasure, ça veut dire trésor en français, et elle était vraiment un trésor dans le film. Et elle aussi, elle vivait, maintenant elle ne vit plus au Liban, elle vivait de manière illégale dans le pays, puisque c'est l'enfant de 2 migrants travailleurs au Liban qui vivaient de manière illégale, qui n'avaient aucun papier. Donc elle aussi, elle n'avait pas de papier, donc elle est invisible comme dans le film. Pour le reste des acteurs aussi, que ce soit les parents de Zane, que ce soit Aspro, que ce soit le juge, tous jouent à peu près leur propre rôle. C'est-à-dire dans la vie, ils ont à peu près la même histoire. Alors justement, dans le cas de Jonas, donc cette petite fille, comment on fait tourner une petite fille qui doit avoir 1 an et demi ou 2 ans? Ça devait être des prises interminables, parce qu'elle est incroyable. Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont permis d'avoir ces performances-là. En fait, le temps, c'était très important, de prendre le temps, de tourner de manière plus libre que dans une structure de tournage classique habituelle, d'être plus réceptif à ce que la vie allait nous donner. Et en fait, d'être vraiment au service de ces acteurs. En général, ce sont les acteurs qui sont au service d'une mise en scène, au service d'un texte ou d'une lumière ou d'un mouvement de caméra. Là, c'était le contraire. Il fallait qu'on soit, nous, au service de ces acteurs, la mise en scène. C'est-à-dire qu'on soit vraiment à l'affût du moindre moment de vérité. Et ça, c'est vraiment le temps qui nous a permis d'accomplir ça. Donc on a tourné pendant 6 mois. On a plus de 520 heures de rush. Donc on a beaucoup tourné, des prises très très longues.
est tourné de manière très organique, pas du tout structurée, pas du tout de manière à ce qu'on paralyse les acteurs. Ils avaient leur liberté, la liberté vraiment d'agir avec leur instinct personnel, avec leur intuition personnelle. Et pareil avec les enfants, c'est-à-dire il fallait que nous, on soit à l'écoute de cet enfant, pas le contraire. Je ne pouvais pas l'obliger à faire des choses. Je devais la mettre dans une situation où elle pouvait réagir à ce qui se passait, comme sa nature d'enfant lui permet de réagir. Et donc il faut peut-être aussi le fait d'être mère aussi a rendu les choses plus faciles pour moi. C'est-à-dire au moment du tournage, même ma fille avait l'âge de Treasure. Donc il y avait, je ne sais pas, une espèce de connaissance de cet enfant, de savoir ce dont elle a besoin, de la filmer dans toutes ces situations, quand elle a sommeil, quand elle se réveille, quand elle est joyeuse, quand elle est moins joyeuse. Donc savoir s'adapter à ce qu'elle fait, à ce qu'elle est, et dévier sa vérité vers la fiction qu'on avait écrite. Donc c'était un jeu très précis entre la vérité de ce qui se passait à ce moment-là, du tournage, et la fiction qu'on avait écrite. Donc, mais c'est quelque chose qui vient naturellement. On pose souvent cette question, mais comment tu as fait? Pour moi, c'était simple, c'était pas aussi compliqué qu'on le croit. Et aussi, il y a cette fascination, aussi, cette espèce de relation très forte qui se crée, parce que c'est le temps qui le permet. Il y a un amour, même si ça paraît naïf pour certains, l'amour, c'est très important. C'est-à-dire, j'étais amoureuse de mes acteurs. Il y avait cette relation très forte entre nous. Et ça leur permettait aussi, eux, de se sentir comme, dotés d'une force, parce qu'ils sont aimés, parce qu'ils se sentent importants, ils se sentent zen. Quand il rentrait du tournage, en fait, dans sa vie quotidienne, il avait du mal à s'affirmer. Il avait du mal à exister, parce que c'est un combat quotidien d'exister, de s'affirmer dans la rue. Et c'était un enfant aussi souvent maltraité. C'était un enfant qui devait vraiment se battre pour s'affirmer. Donc là, sur le tournage, il se sent important, il se sent aimé. Donc ça l'a aussi doté d'un sentiment de mission très fort. Ça lui a donné des ailes. Donc il s'est senti vraiment le porte-parole de ces enfants qu'il représentait. Donc tout ça a donné ça. Et vous pouvez nous donner de leurs nouvelles? Ce sont donc des enfants des rues. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez où ils sont, comment ils vont? Oui. Aujourd'hui, Zen a été recueilli avec toute sa famille en Norvège, avec ses frères et sœurs. Grâce à l'aide des Nations Unies, on a pu avoir ça. Donc ils sont maintenant en Norvège. Il a été à l'école pour la première fois de sa vie il y a 1 mois. Donc là, il suit un programme spécial parce que Zen, au moment du tournage, évidemment, il ne savait pas lire et écrire. Et maintenant, il a 14 ans, donc il a besoin de suivre un programme assez spécial pour qu'il puisse se réintégrer. Et il est heureux, il vit dans la nature, il est au bord de l'eau, il a une maison à 2 étages. Et c'est presque un conte de fées ce qui se passe avec Zen, vraiment. Et donc Jonas, Treasure, est rentrée chez elle au Kenya. Aussi, il y a quelques semaines, elle est rentrée à l'école. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Elle n'est plus dans un statut d'enfant invisible, elle existe. Elle a un passeport, elle va à l'école comme tous les enfants de la Terre. Et voilà. Et on essaye petit à petit de trouver des solutions, même si c'est très dur de trouver des solutions à tout le monde, mais c'est ce qui se fait avec l'aide des Nations Unies, de l'UNICEF. On essaie de trouver des solutions. Et justement, vous avez voulu faire un film sur ce thème parce que c'était une tribune que vous cherchiez, puis après il y a un autre combat derrière. Oui, c'était ça le but initial du projet. Je voulais un peu transformer cette colère que je ressentais vis-à-vis. Je ne suis pas la seule à être en colère. Je pense qu'on est tous en colère. On est tous touchés, émus à la vue de ces enfants qui finalement n'ont pas demandé à être là. Ils sont en train de payer le prix le plus cher finalement de nos erreurs, de nos conflits, de nos guerres, de nos systèmes défaillants.
qui n'arrivent pas à leur trouver des solutions. Donc du coup, il les exclut et ils se trouvent complètement comme ça dans cette situation en stand-by, en marge de nos vies, en marge de nos sociétés. Donc je ressentais cette frustration et je me suis dit, il faut tout simplement que je reconnaisse aussi ma responsabilité dans ça. Je me sens aussi responsable. Et comment faire quelque chose? Donc j'ai décidé d'en faire un film. Et de un peu vouloir un peu mettre la lumière sur ce problème-là. Je sais que tout le monde sait que ce problème existe, mais ça peut des fois paraître un peu abstrait. On a souvent l'impression que c'est un problème qui ne nous concerne pas. En fait, ce sont des nombres, ce sont des statistiques, des figures. Donc, et même la politique nous le présente de cette manière-là. Donc c'était important d'humaniser le problème, de lui donner un visage à ce combat, à cette souffrance. Et là, on le voit à travers ces enfants, on le voit à travers ces familles, ces communautés, on compatit avec le problème, on comprend. Et donc c'était ça le plus important pour moi, c'est de montrer ce qui se passe. Et donc a commencé une recherche qui a duré 4 ans, surtout au départ vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant en fait, qui est là à côté, qui fait partie de notre quotidien et des fois même on choisit de ne pas le regarder, on continue, on n'a pas envie de regarder parce que des fois on sent que le problème est tellement énorme qu'on ne peut rien faire, donc on se sent complètement incapable de faire quoi que ce soit, donc on continue notre vie. Continue notre chemin comme si ce problème ne nous concerne pas en fait, parce que ce n'est pas notre enfant, parce que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc c'est à ses parents de s'occuper de lui. Et donc je me suis dit, cet enfant, c'est quoi sa vision du monde? C'est quoi sa vision de nous, de moi? Lui qui me regarde comme ça, peut-être je peux choisir de ne pas le regarder parce que aussi je me sens impuissante. Qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de cette comment dire, de fait qu'on l'ignore, du fait qu'on l'ignore, de cette indifférence. Qu'est-ce qu'il sent de se sentir autant invisible? C'est quoi sa vision? Oui, les enfants, évidemment, ils font partie de l'aventure, donc ils vivent ça au quotidien, ils comprennent pourquoi on fait ce film. Et donc, voilà, on a été dans les quartiers les plus difficiles du pays, on a parlé à beaucoup d'enfants, à leurs familles, on a essayé aussi de comprendre le point de vue de la justice vis-à-vis de ça. On a passé beaucoup de temps dans les tribunaux d'enfants pour comprendre la justice aussi, comment on fait face à ces enfants qui se retrouvent devant la justice. Et le film est le résultat de tout ce que... Et ce cri, cette colère, ce cri quand Zed est dans le tribunal et qu'il dit « je veux faire porter plainte contre mes parents », en fait, c'était notre manière de traduire cette colère. La colère de ces enfants qui te disent « moi, j'ai pas demandé à être là, je ne sais pas pourquoi je suis là, pourquoi je paye, pourquoi je suis punie. » En fait, il y a toujours un pourquoi en colère. Pourquoi? Pourquoi on me donne la vie si on va pas m'aimer, si on va me maltraiter, si on va abuser de moi, si on va me violer tous les jours, si on va me battre, si on va me traiter de tous les noms? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc il y a toujours il y a des enfants qui en fait n'ont aucune valeur de leur existence, aucun sens du côté sacré, de la sacralité de leur existence, qui se font traiter de tous les noms. Ils disent je suis un insecte, je suis un moins que rien, je suis un parasite, je suis rien. Et donc c'était notre manière de traduire cette colère. Et je crois que le film est sorti en septembre. Est-ce que vous ressentez dans les projections où vous étiez au Liban et ici une perception différente ou un accueil différent de la situation de ces enfants par rapport à Cannes ou par rapport à hier soir au Halles ou ici ce soir? Est-ce qu'au Liban la perception était différente? Non, je sens la même... non, je sens que... En fait, au Liban, c'est peut-être un tout petit peu plus dérangeant parce que ce sont des vérités qui arrivent à 2 minutes de chez nous.
là, on sent le problème, mais peut-être il est un petit peu plus loin, mais je pense que c'est le problème de toutes les grandes cités du monde entier. On est tous au bord d'un Capharnaüm, on est tous entourés de ces ceintures de misère et de ces gens qui vivent en marge de nos vies et de nos systèmes. Donc, je ne pense pas que ça soit perçu autrement au Liban, parce que c'est un problème qui existe partout. Que ce soit des enfants aussi, je ne parle pas seulement parce que Zen est aussi réfugié syrien, donc on a tendance à penser que c'est un film qui parle des réfugiés syriens, mais c'est un film qui parle de l'enfance tout court, qu'ils soient syriens, chrétiens, musulmans, palestiniens, libanais, éthiopiens, norvégiens. Pour moi, on parle de l'enfance mal aimée. Et je suis persuadée que la source du mal dans le monde, c'est vraiment l'enfance maltraitée, négligée. Bonsoir, merci. أول شيء اشتقنا لك توحشناك بالتونسي. Ça faisait longtemps que j'attendais votre nouveau film. Ça a pris du temps et ça a valu la peine. Encore une fois, vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait rire, comme dans Caramel ou Halalawain. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous faites pour nous faire pleurer et la seconde d'après nous faire rire. Enfin, je trouve ça tellement magique en fait quelque part. Et heureusement qu'il y avait ces moments d'humour. Parce que honnêtement, j'étais en train de pleurer toute ma vie, ma mère était en train de pleurer, tout le monde était en train de pleurer, les gens sortaient de la salle. Donc merci à vous. Et je suis très fière de voir une réalisatrice, une femme arabe, primée à Cannes. La représentation, c'est très important. Moi, je suis tunisienne, je sais qu'il y a plein de Libanais ici qui sont très fiers de vous, mais les autres Arabes aussi sont très fiers de vous. Et les Français également. Mais moi, je suis franco-tunisienne, et honnêtement, quand je vois Nadine Labaké, je me dis, on a des modèles, et les gens dans le monde peuvent voir que les Arabes, c'est autre chose que les clichés. Donc, merci. Merci كتير لإلك. Voilà, merci. Merci. Par rapport au mélange d'humour et de tragédie. Donc la question c'est... Il n'y a pas de question, non. Comment est-ce que vous faites pour nous faire pleurer dans une scène et de suite après il y a l'humour, c'est ça. Oui, finalement c'est parce que ça fait partie de la vie. C'est jamais noir ou blanc, ça va jamais dans un seul sens. Il y a beaucoup de force même dans la souffrance. On arrive toujours à rebondir, on arrive toujours à... C'est peut-être aussi un trait de caractère aussi libanais aussi, parce qu'on a vécu la guerre, parce qu'on a toujours su rebondir, on a toujours su rigoler de nos problèmes. Et c'est une manière aussi de finalement... avoir du recul vis-à-vis de ce qui nous arrive, de rire de nos défauts, de rire de nos problèmes. Et donc ça fait partie aussi de la vie, donc ça vient naturellement en fait. Ça vient sans vraiment y réfléchir, sans vraiment l'analyser, c'est quelque chose d'instinctif parce que ça ressemble à la vie. Et c'est ça que j'essaye de saisir toujours. Merci mille fois du fond du cœur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le dernier fauteuil hier. Donc, je l'ai pris avec... Je suis extrêmement fière et touchée. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le titre. Vous l'avez déjà évoqué. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, dans Capharnaüm? C'est-à-dire, pour moi, ce Capharnaüm, le titre Capharnaüm a été à la base de tout ce projet. Ce titre a existé avant même d'avoir écrit un mot du scénario. C'était le moment où vraiment
j'étais en colère contre tout. Enfin, je ne suis pas la seule, on est tous un peu comme ça vis-à-vis de ce qui nous arrive, vis-à-vis de ce qui arrive dans le monde. Le monde ne va pas très bien. Et donc, j'évoquais toujours cette envie de réfléchir le monde autrement, de penser les choses autrement, de penser à une société alternative, à des systèmes alternatifs qui réfléchiraient d'une autre manière. Parce que, en fait, les systèmes ont échoué à tous les niveaux. Et on le voit partout. Donc, c'était un moment où je ressentais tout ça. Je ne savais pas par où commencer et comment. Donc, c'était une idée de mon mari, qui est aussi le compositeur de la musique du film et qui est aussi cette fois le producteur du film. Et il m'a dit, il faut que tu canalises tout ça, il faut que tu vraiment, et c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé en fait, c'est bête, mais il m'a dit, écris tout ce qui te dérange donc j'ai écrit sur un tableau qui était là, on était tous là avec mes co-scénaristes, j'ai commencé à écrire tous les thèmes qui sont dans le film. Le mariage des mineurs, les enfants qui travaillent, l'absurdité de devoir avoir un papier pour prouver qu'on existe alors qu'on est vraiment là, l'absurdité des frontières, la crise des réfugiés syriens et des réfugiés à travers le monde, la situation des migrants travailleurs au Liban, l'esclavage moderne, tout ça. J'ai mis tout ça sur le tableau. À un moment, je regarde le tableau, je me dis, mais c'est un Capharnaüm total. On vit dans un Capharnaüm. Et c'est comme ça que le titre du film, que tout a commencé. Je me suis dit, c'est ça, le film va s'appeler Capharnaüm. Et après, le train s'est mis en marche. Voilà. Bonsoir. Alors, je m'appelle Ronnie et je travaille actuellement pour une ONG qui s'occupe justement des réfugiés. Et je tenais vraiment à vous remercier de ce travail que vous faites. Parce que ça me rappelle pourquoi j'ai choisi de faire ce métier également. Et en fait, ça montre à tout le monde qu'à notre manière, avec notre propre profession, on peut être engagé. Et merci de faire du cinéma engagé. Je voulais vraiment vous remercier. Merci pour tout ce que vous faites. Parce que je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point on peut baisser les bras quand on sait à quel point le problème est grand et que le problème est énorme et qu'on ne peut pas aider des millions d'enfants parce que ce sont des millions d'enfants à travers le monde qui souffrent comme ça. Et de se dire, mais comment on fait? Mais de ne jamais baisser les bras et de quand même continuer ce combat quotidien, ça c'est la plus grande mission. Merci à vous. Merci à vous également. Et ça sera un plaisir de travailler avec vous. Avec plaisir. Bonsoir Nadine, c'est dans la suite de ce que s'était dit déjà. Aujourd'hui, vous avez pointé plusieurs problèmes. Vous avez traité plusieurs combats. Aujourd'hui, le film, qu'est-ce qu'il va apporter après? Est-ce qu'il y aura des actions, par exemple, contre des lois qui vont protéger les jeunes? Est-ce qu'il va y avoir des lois qui vont protéger? Est-ce que c'est un film qu'on va voir et on est touché, on est très sensible? Mais quoi après? Puis des autres enfants, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place? Sûrement. C'est ça l'ambition première, en tout cas, de ce projet. C'est-à-dire que ça dépasse les frontières juste du cinéma et que ça devienne un débat, que ça suscite le débat. Et au Liban, on va organiser des projections Enfin, je commence par le Liban parce que finalement, c'est là où je peux travailler, c'est là où je peux être utile. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des projections pour certains ministères, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice, les juges de mineurs, les associations qui s'occupent des droits des enfants, les assistantes sociales. En fait, après ça, on va organiser des tables rondes pour parler chacun de son point de vue, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut changer. Même si le projet a l'air très ambitieux, il y a beaucoup de gens qui me trouvent complètement naïve et qui me disent mais rien ne va jamais changer, on va rester dans la même situation. Il faut y croire et que je sais que petit à petit, vraiment chacun de nous peut avoir sa contribution. Et donc c'est ça, on va parler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que
finalement, on ne peut pas continuer dans ce cercle vicieux qui ne finit pas. Et en fait, ce sont les enfants qui répètent ce que leurs parents leur ont infligé. Donc c'est un cercle vicieux qui n'arrête pas. Et il faut se rendre à l'évidence que finalement, ce qui se passe dans la vie est pire que ce que vous voyez dans le film. Ce n'est rien par rapport à la vraie souffrance de ces enfants. Ce n'est rien par rapport à la vraie maltraitance, au viol, à l'abus. Tout ça, ce n'est rien. La vérité est bien pire. Elle est atroce, elle est insupportable. Elle est insupportable à tel point qu'il y a des enfants qui ne sentent plus rien, qui sont sous le choc. C'est des enfants qui ne sentent plus rien, ils ne jouent pas, ils ne parlent plus, ils ne pleurent plus, ils ne sourient plus, ils ne font rien, ils sont en état de choc. Et ce n'est pas le cas d'un enfant, c'est le cas de milliers d'enfants. Donc il faut savoir que ces enfants, un jour, ils vont grandir. Et ils grandissent sans aucune émotion. Et des fois avec aussi beaucoup de colère et beaucoup de haine et beaucoup de rancune contre la société qui les marginalise et qui les fait souffrir. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas être surpris après quand on voit des jeunes personnes qui se font exploser ou qui commettent des actes terroristes. Le terrorisme, on l'a créé parce qu'on a été très injuste. En général, derrière tout homme qui réussit, il y a une femme. Et derrière toute femme qui réussit, il y a un homme. Bien sûr. Vous l'avez bien dit tout à l'heure. Donc, c'est pour ça, oui, Khaled. Il est dans une autre projection. Est-ce que... Je vais lui passer le message, il sera très content. Quelqu'un a pris ma revanche. Est-ce que Khaled a, comme vous, eu le même sentiment avec ces enfants-là? Est-ce qu'il a eu le... Est-ce que les sentiments de ces enfants qui ont tout perdu, En fait, on n'entend pas, il faut approcher le micro. non, je dis, est-ce que les enfants ont le même effet sur Khaled que sur vous-même? Sûrement, oui. C'est-à-dire que Khaled a fait partie de l'aventure dès le départ. Il a vécu tout ça avec moi dès le départ. Et il l'exprime à sa manière, il l'exprime autrement, avec sa sensibilité de père, moi avec ma sensibilité de mère, et avec sa sensibilité de musicien. Mais on le ressent autrement, mais aussi intensément. Et je ne pense pas qu'une mère soit plus sensible qu'un père vis-à-vis de la souffrance des enfants. Mais c'est une bonne question, je ne l'ai jamais posée là, je vais la lui poser. Oui, une question à propos du scénario, de l'écriture du scénario. Est-ce que l'acteur principal a participé d'une manière ou une autre à l'écriture du scénario? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans le scénario? Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'improvisation dans le scénario, c'est-à-dire évidemment le point de départ est un scénario très solide et qu'on a écrit pendant 3 ans. Mais on était très ouverts à ce que la vie allait nous apporter, à ce que les acteurs allaient nous donner. Pour moi, c'était une aberration de donner un texte à un acteur et de lui dire « tu vas répéter ce que j'ai écrit ». Donc l'idée, c'était que j'intervienne moi le moins possible en tant que scénariste et en tant que metteur en scène. Que je sois, comme je dis avant, que je sois au service de ce qu'il va lui me donner. Et donc, c'était un jeu très précis et très subtil entre la vérité qui sortait de sa bouche
et où il fallait aboutir dans la scène. Parce que, évidemment, à la fin, il y a une histoire à raconter, il fallait suivre cette histoire, donc il fallait les amener, les acteurs, d'un point A à un point B. Donc, mais en cours de route, on était très ouverts à ce qu'ils pouvaient eux aussi nous apporter. Donc, il y a une grande part d'improvisation dans le film. Mais non seulement de Z, mais de tout le monde, de tous les gens tous les acteurs, tous ceux qui ont participé à ce film. C'est-à-dire, c'était pour moi presque impossible que j'entende répéter un texte que j'ai écrit. Donc, ils devaient, eux, s'approprier le texte, c'est-à-dire s'approprier l'idée, et pas de répéter mot pour mot ce que j'avais écrit. Même dans tout, c'est-à-dire même dans les décors, on essayait d'intervenir le moins possible dans les décors, on a tourné que dans des endroits, des vrais décors. Donc même des fois, les dessins qu'il y a sur les murs des appartements sont des dessins faits par des enfants qui ont vécu dans ces appartements, qui ont vécu aussi à peu près la même chose. Et tout, on a tourné dans les vraies prisons, on a tourné avec des vrais prisonniers. Il n'y a pas de figurants dans le film. Il n'y a pas de figurants, il y a des gens qui étaient là, que ce soit les prisonniers ou les passants. Juste, on a essayé de se rendre le plus invisible possible pour qu'on puisse laisser la vie faire. Bonsoir, merci pour ce beau film. J'ai une question, vous avez plus ou moins répondu à la fin de votre intervention. Comment votre passage en filmant ces quartiers où les gens vivent dans la misère, ces bidonvilles, comment ça a été perçu par les personnes qui vivent là-dedans? Très bien, parce que tout le monde se sentait en mission. C'est-à-dire que tout le monde voulait, tous les gens, tous les quartiers où on était, tous les habitants de ces quartiers nous ont accueillis avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. On était vraiment entourés d'amour. Il y avait une force qui ne nous arrêtait pas, en fait. Et tout ça grâce à toute cette énergie autour de moi, de nous, de gens qui comprenaient pourquoi on le faisait de ce film. Ils comprenaient pourquoi on tournait là, pourquoi on avait choisi de montrer leur combat quotidien. Et donc ils se sentaient faire partie de ça. Donc tout s'est vraiment très bien passé. Évidemment, c'était un tournage très dur parce qu'on a tourné très longtemps dans des conditions très difficiles. Il arrivait qu'on soit en train de tourner carrément dans les égouts parce qu'il a plu, et à un moment quand il pleut dans Kola ou dans Nara, des inondations, de tout. Donc il nous arrivait des fois vraiment de tourner dans les égouts. Et donc c'était très dur comme tournage, mais il y avait une force, une énergie qui nous entourait, qui nous dépassait tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je ne vois pas. Non, juste là devant. Oui. Ce film a nécessité 4 ans de recherche, d'après ce que vous venez de nous dire. Vous avez tourné dans les prisons, dans les administrations, et vous venez de dire que vous allez faire des actions après. Moi, il y a une question qui m'intrigue. On a des gardes à vue au Liban qui durent des années. Les prisons débordent, sont surpeuplées. Est-ce que pendant le tournage, vous êtes rentré dans les prisons, vous avez vu les juges? Est-ce que vous avez posé ce genre de questions? Pourquoi tous ces gens sont entassés dans les prisons? Et surtout les immigrés, les Éthiopiennes, les Syriens, les Égyptiens. Est-ce que pendant les actions que vous allez mener, est-ce que vous allez pouvoir poser cette question? Parce que personne ne comprend. Les gardes à vue en France, c'est 48 heures. Au Liban, ça peut durer des années. Oui. Et on les entasse comme du bétail. Malheureusement, oui. Et juste, je voulais vous dire que j'espère qu'un jour, vous allez accepter que les femmes franco-libanaises vous honorent à Paris. C'est un honneur pour nous si vous acceptez. Avec grand plaisir. Moi, c'est un devoir. Il n'y a aucun besoin d'être honoré ni quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait, c'est un devoir finalement. C'est pas un choix. Et
Et par rapport à ça, évidemment, c'est la raison pour laquelle j'ai tourné dans ces prisons, j'ai tourné avec des vrais prisonniers pour montrer la vérité de ce qui se passe et pour essayer, à travers ça, d'ouvrir le débat. C'est-à-dire que c'est à ça que sert finalement le film. C'est que ça puisse être comme une sorte d'enclenchement du débat pour qu'on puisse en parler. Et donc, des fois, malheureusement, on a besoin de voir les choses en face, parce qu'on parle de cette prison, je pense que vous la connaissez tous, sous le pont. Maintenant, heureusement, elle est fermée maintenant, donc maintenant, c'est dans d'autres locaux et les prisonniers se trouvent les détenus se trouvent dans des conditions beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que c'est idéal, mais ça va mieux, ce n'est plus là-bas. Mais n'empêche, il y a encore beaucoup d'injustice vis-à-vis de ces gens. Et d'ailleurs, c'est ça l'absurdité du système, c'est que ce sont des gens qui n'ont rien fait en fait. Ils n'ont juste pas de papier. Ce ne sont pas des criminels. Ils n'ont juste pas leur vie et leur destin ne tient qu'à ça. Et c'est ça l'absurdité du système. Donc, encore une fois, on va discuter de tout ça, parler de tout ça. J'espère qu'on va arriver à quelque chose. Peut-être que c'est un peu naïf de ma part de penser qu'on peut changer les choses, mais en tout cas, il faut tenter, il faut essayer. Bonsoir. Je tenais à vous remercier parce qu'en fait, tout ce que vous venez juste de... Ah oui, ok. Voilà, donc je voulais juste vous dire merci parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on a tous une mission. Et cette mission, vous l'avez transmise ce soir, c'est justement de prendre conscience que les enfants, c'est l'avenir. Et que ce soit au Liban, en Afrique, en France, ces enfants, ils souffrent et ils deviennent des adultes et ils manquent de confiance, ils n'ont pas de valeur. Donc ce message, ce film, c'est un beau message pour nous, en tant qu'adultes, de prendre conscience de ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Bonsoir, ici. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je tenais à vous remercier. Vous êtes vraiment une inspiration pour tout le monde et merci pour tout. Et ma question est un peu technique. Je voulais savoir si, d'un point de vue juridique, est-ce que la loi libanaise, elle permet l'emprisonnement d'un mineur ou bien l'emprisonnement de Zayn a été conçu juste pour servir l'histoire? Non, malheureusement, l'injustice du système fait que, vu qu'il n'y a pas de centre de détention ou bien de centre d'accueil au Liban, ou assez d'associations ou d'organisations qui peuvent aider les enfants, souvent les enfants qui se retrouvent face à la justice, c'est-à-dire qu'ils soient qui se présentent avec un dossier de protection ou parce qu'ils ont commis un délit ou un crime, se retrouvent souvent en prison. D'ailleurs, ce n'est pas leur place. Aucun enfant ne doit se retrouver en prison, quoi qu'il ait fait. Et pas seulement au Liban, ça arrive aussi ailleurs. La place d'un enfant n'est pas dans une prison. Il y a 40 000 manières d'apprendre un enfant à sortir de la délinquance, à devenir une personne meilleure, mais c'est pas la prison. C'est là qu'on va lui apprendre finalement la criminalité. Donc malheureusement, oui, les mineurs se retrouvent dans des prisons au Liban. Et ça, c'est encore un autre débat et un autre problème auquel il faut s'attaquer. Dans la structure, en fait, il y a plein de défaillances à beaucoup de niveaux. Donc ce n'est pas, il faut regarder la chose de manière générale. Il faut en fait trouver un peu les failles de ce système à plein de niveaux différents. Il faut réfléchir, re-réfléchir toute la structure en fait qui prend soin de ses enfants. Et c'est ça qu'il faut faire. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Le film est très dur. Donc, initialement, je me disais, qu'est-ce qu'elle est en train de nous montrer? Le Liban, c'est bidonville,
C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas tellement du Liban. On entendait parler de ça. Je connaissais certaines régions, mais pas aussi misérables que celle-là. Je me disais pourquoi elle a fait ça. C'est horrible. Je commençais à vous détester un tout petit peu. Et puis, effectivement, lorsque vous avez dit que c'est fait exprès pour faire passer le message, surtout que je n'imaginais jamais que les prisons étaient comme ça. Parce que lorsque j'étais jeune fille à l'époque, j'avais été dans un centre de mineurs délinquants qui se trouvait à Gemaizé, mais c'était une maison dans laquelle ces mineurs délinquants étaient là. Et avec l'association de Saint-Vincent-de-Paul, je partais leur donner des cours d'anglais. Donc, je n'imaginais pas toute cette décadence qu'il y a eu. Après, ça fait 45 ans que j'ai quitté le Liban. En 45 ans, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc, vous nous avez ouvert les yeux sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et le message que vous voulez faire passer est très bien passé, mais d'une façon très dure. Oui, je sais que c'est pas facile, surtout quand il s'agit de son propre pays, mais je pense qu'il faut arrêter de détourner le regard et de se dire, et de se leurrer et de se dire que tout va bien. Tout ne va pas bien, malheureusement. Et que c'est autant. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Tout en. Bonsoir Nadine. Bonsoir. C'est moi. Oui. Personnellement, je vous attends tous les 4 ans. Parce que c'est en moyenne tous les 4 ans que vous sortez un nouveau film. Cette fois, c'est tous les 7 ans. Le dernier, c'était en 2011. Exactement. Ouais. Donc déjà, le dernier film, Hala Lawen et maintenant on va où, c'était un coup de poing, comme le titre a été dit pour Kafal Nahon. Quel est votre prochain thème? Est-ce que vous voulez une idée? C'est difficile de sortir de celui-là déjà et de tourner la page, c'est très dur. C'est très dur On pose souvent cette question. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur celui-là. Il y a tous les enfants qui ont joué dans le film qu'il faut suivre. Il y a tout le débat qu'il faut enclencher. Il y a encore beaucoup de choses. Donc c'est difficile maintenant de tourner la page et de se dire on passe à autre chose, je fais un autre film. Je sens que ça ne peut pas s'arrêter là. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'envie de traiter d'un autre sujet ou de parler d'autre chose. Pour le moment, je suis encore dedans. Bonsoir madame. Bonsoir. Je voulais vous poser la question suivante concernant Zaïd, l'enfant. On est frappé par son sens de la responsabilité. En fait, c'est lui l'adulte. Ses parents se comportent comme des enfants, font des enfants à tire-larigot sans trop se poser de questions. Est-ce que ce sens de la responsabilité vient du scénario ou vient de lui? Est-ce qu'il se montre tellement adulte dans la vie? Non, évidemment, ça vient du scénario, mais aussi de lui. C'est-à-dire que quand on a écrit le personnage, et évidemment, quand j'étais en train de le décrire à mon équipe de casting qui va aller chercher Zé dans la vie, dans les rues, c'était ça en fait, ses traits de caractère. En fait, la responsabilité vient aussi du fait que ce n'est plus un enfant. Il a vécu tellement de choses, il a été tellement confronté à la dureté de la vie, à la violence, que finalement ce sont des enfants qui ne sont plus des enfants.
Et donc, ils deviennent des adultes. Et c'est de là de ce que vient ce sentiment de responsabilité. Mais ça, malheureusement, c'est seulement le cas de 25% des enfants. Il y a des études qui montrent finalement que les enfants qui naissent dans... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils naissent dans ces conditions, mais qui sont mal aimés, qui sont négligés, qui sont maltraités, et qui ont subi une forme d'abus dans leur vie ou une forme de maltraitance extrême, 75% de ces enfants finissent dans la délinquance. Ils finissent dans la drogue, ils finissent par répéter l'abusé, devient abuseur. Et ils répètent exactement le même schéma de leurs parents, et les mêmes abus que leurs parents leur ont infligés. Seulement 25% arrivent à s'en sortir et ont cette espèce de recul vis-à-vis de ce qui leur arrive et cette espèce de sagesse et deviennent les parents de leurs parents. Et ce sont eux qui, en général, brisent le cercle vicieux. Donc Zayn en fait partie. Il fait partie de ces enfants et lui, dans la vie, il est comme ça. C'est quelqu'un qui a un sens de la justice très développé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne s'est pas intégré dans une école au Liban. Évidemment, ils avaient beaucoup de problèmes financiers pour pouvoir entrer dans une école. Mais aussi, il n'arrivait pas à s'intégrer parce qu'il y avait beaucoup d'injustice, il y avait beaucoup de maltraitance aussi. Donc il n'a pas pu supporter ça. Il a fui, il n'a jamais été à l'école. Donc, c'est un enfant qui a le sens de la justice. C'est pour ça qu'il a autant de recul sur ce qui lui arrive et qui devient le parent de ses parents, enfin, le père de ses parents. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir. Moi, j'ai une autre question, c'est par rapport au procès. Je voulais savoir s'il est complètement imaginaire et veut dire que c'est un souhait de votre part que les enfants puissent se défendre, ou s'il y a eu un cas réel d'enfant qui a porté plainte comme ça. Non, c'est complètement imaginaire, parce que en fait, un enfant ne peut pas, pour qu'il puisse porter plainte, ou pour qu'il puisse, il doit avoir un tuteur. Et dans ce cas, son tuteur, c'est son père ou sa mère. Donc un enfant ne peut pas intenter un procès contre ses parents. Mais il a fallu... enfin, c'est très symbolique. Pour moi, c'était vraiment une manière de traduire la colère de ces enfants qui n'arrêtaient pas de nous dire, parce qu'à chaque fois que l'on rencontrait des enfants, on leur parlait, on leur posait une seule question à la fin, est-ce que tu es heureux de vivre? Et la plupart du temps, la réponse était non. Non, avec cette colère-là, pourquoi je suis là, pourquoi c'est moi qui paye le prix, pourquoi ils me donnent la vie s'ils ne vont pas m'aimer, s'ils ne vont pas prendre soin de moi. Et donc cette idée de cet enfant qui va porter plainte contre ses parents est venue comme pour traduire cette colère-là. Mais c'est très symbolique. Un enfant ne peut pas finalement intenter un procès contre ses parents. C'est pour ça qu'il y a le recours à la télé. Donc c'est pour ça qu'on a dû aussi un peu inventer ça, c'est-à-dire l'appel qu'il fait à la télé est un peu une excuse pour qu'il puisse un peu remuer l'opinion publique et que cette opinion publique puisse faire de la pression sur la justice, et c'est comme ça que cet enfant finalement est arrivé à se faire entendre. Donc c'est encore une fois une autre faille du système. Un enfant ne peut pas se faire entendre tout seul, il a besoin d'un tuteur, d'un avocat, d'une assistance sociale qui parle en son nom. Il ne peut pas lui-même exprimer ça. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire merci beaucoup. Et je me posais une question par rapport aux ONG que vous avez pu représenter dans le film. On sait qu'il y en a beaucoup qui travaillent au Liban. Il y a la Croix-Rouge, il y a World Vision, il y a énormément d'ONG qui travaillent. Mais finalement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Est-ce que vous avez pu discuter un petit peu avec ces organisations, voir quelle était leur œuvre au Liban? Et par rapport à ça, nous en France, en tant que diaspora libanaise et française et du monde entier, quel serait notre rôle aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait changer les choses? Comment est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que gens qui ne sommes...
enfin loin, mais pas si loin de ça. Comment est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Est-ce que vous avez pu déceler un début de quelque chose qu'on puisse nous faire, quoi? C'est une très grande question. Enfin, je n'ai pas la réponse, évidemment, à tous, dépendamment de qu'est-ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes. Mais en fait, pour pouvoir faire ce film, moi je suis dans l'immobilier et j'aimerais vraiment en fait aider dans ce domaine-là. En fait, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je me vois aider dans le domaine de l'habitation, du logement, tout ça. Oui, surtout, voilà, chacun son domaine, chacun tout. En fait, chacun de nous peut avoir une espèce d'impact sur le monde dans lequel on vit. Chacun à sa manière, avec ce qu'il fait. Il faut juste trouver. Moi, j'ai décidé de faire un film parce que je sais ce que je sais faire. Donc, pour moi, c'était la manière la plus efficace de contribuer à ce qui se passait. En fait, c'était ça. Je suis rentrée un jour, après une journée... aussi à avoir des enfants très en colère. Je ne savais pas quoi, comment, qu'est-ce que j'allais faire, comment les aider à ces enfants, parce qu'on se sent impuissant vis-à-vis de ce problème énorme. Et c'est venu comme ça à moi, je dois en faire un film. Donc chacun peut trouver sa manière de changer les choses autour de soi. Et par rapport aux associations, en fait, ce film, je l'ai fait avec l'aide de toutes les associations, dans le sens où je me suis fait, au fur et à mesure des recherches, un réseau avec toutes ces associations j'allais écouter, parler, discuter, chacun me donnait son point de vue sur le problème. Donc maintenant, pour moi, je suis nourrie par tout ce que ces associations m'ont raconté pour pouvoir proposer des solutions. Enfin, je ne vais pas moi-même les proposer, mais j'ai aussi mes idées, parce que j'ai vécu les choses concrètement. Je sais qu'est-ce qui se passe, je sais quelles sont les défaillances du système, je sais qu'est-ce qui se passe avec un enfant dès le moment où il est conçu et pourquoi il se retrouve finalement à 18 ans, ou à 17 ans, ou à 16 ans, ou à 15 ans en prison. Je connais maintenant le schéma, parce que c'est à force d'aller, de comprendre, de faire des recherches, d'aller aussi vers ces associations, de vouloir aussi comprendre leur point de vue. C'est quoi leur combat quotidien avec ces problèmes-là? Quelles sont les failles qui sont en train du système qui sont en train d'affronter? Donc je ne peux pas vous dire comme ça qu'est-ce que chacun de nous peut faire, mais il faut tout revisiter, il faut tout réfléchir pour aboutir à une vraie structure qui prend en compte vraiment les vrais besoins des enfants, pas des choses que les adultes finalement leur imposent. Je sais pas si premièrement, je voulais vous dire que vous avez réveillé notre cerveau concernant les images qu'on voit chaque jour dans la rue, la souffrance des gens, de la famille, et nous sommes devenus tolérants sur ça. À peu près, nous sommes aveugles après 2 secondes. On oublie totalement cette souffrance des gens. Ma question, c'est la dernière scène dans le prison, quand il y avait des groupes de gens qui ont venu pour jouer de la musique, pour donner un petit peu de la joie à ces prisonniers. Est-ce que c'était de l'ironie ou c'était un message que les gens doivent être plus intégrés? En fait, c'est une scène qui est inspirée d'une vraie scène qui s'est passée. Donc, la première fois que j'ai visité cette prison, j'ai été pour, aussi dans les recherches, pour pouvoir comprendre, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Donc j'arrive dans un bureau où je demande, j'avais eu un permis de rentrer pour pouvoir un peu voir ce qui se passe. Et je vois ce groupe de missionnaires, les mêmes, exactement les mêmes que vous avez vus dans le film, rentrer et demander la permission d'aller égayer un peu le quotidien de ces prisonniers. Donc en fait, ils arrivent là avec toutes les bonnes intentions du monde, et donc j'ai décidé de les suivre. Donc ils sont rentrés, ils ont fait exactement ce que vous voyez dans le film, avec beaucoup d'espoir, de donner un peu de joie à ces gens.
Et les autres aussi, les prisonniers de l'autre côté, des fois il y en a qui participent, il y en a qui sont heureux parce qu'il y a quand même, ils prennent ce petit moment de bonheur en dehors de leur misère, en dehors de leur quotidien, de leur souffrance. Ils s'accrochent à ce petit moment et effectivement ils chantent, ils dansent et après ça devient exactement comme dans le film, ça devient vraiment une fête. Et c'est devenu une fête. Mais pendant qu'ils étaient en train de danser et d'être heureux, j'ai décelé au coin de la cellule une femme qui nous regardait comme ça de loin avec des yeux complètement vides, qui nous regardait comme si on était dans un zoo, comme si on était des extraterrestres. Et je me suis dit, mais voilà, l'absurdité de la situation, c'est que vis-à-vis de ça, il y a aussi cette personne qui, je ne sais pas ce qu'elle vit à ce moment-là de sa vie, je ne sais pas quel est son... On se dit, c'est la fin du monde. Dans ses yeux, il y avait la fin du monde. Et là, on remet tout en question, même avec toutes les bonnes intentions de la Terre. On remet tout en question, et là, je me suis remise en question, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je suis en train de lui apporter à cette femme qui nous regardait comme ça, comme si on était des... Et donc, c'est très difficile de trancher, c'est très difficile de prendre une position, de se dire qui a raison, qui a tort, quelle est l'intention derrière ce que font ces missionnaires. C'est très dur aussi, c'est facile d'être cynique aussi vis-à-vis de ça, mais on peut pas, c'est très partagé. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette scène dans le film, et j'ai beaucoup insisté à ce qu'elle soit là, bien qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas son utilité, qui se disent bon, c'est une scène qui aurait pu ne pas exister. Mais j'ai insisté à la mettre parce que c'est quelque chose que j'avais personnellement beaucoup, qui m'avait beaucoup perturbée, qui m'avait beaucoup émue, et j'ai voulu relater exactement ce qui s'est passé finalement, la vérité de ce qui s'était passé ce jour-là. Oui, Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi, ce sera très rapide plutôt qu'une question. Je voulais simplement vous dire nos plus grandes félicitations, tout particulièrement, puisque je pense que la moitié de la salle doit être libanaise, mais je pense que c'est important de faire remarquer qu'au Liban, il y a deux mondes qui cohabitent, mais deux mondes qui sont cadenassés, qui ne se rencontrent pas, qui s'ignorent complètement, et vous venez de nous foutre une claque dans la gueule en nous montrant qu'en fait, on a tout à gagner à ce que les deux mondes se rencontrent. Merci. Oui, bonsoir Nadine, merci. Pardon. Ça, okay. Oui, merci pour ce film coup de poing, franchement. Mais j'aimerais savoir comment ça a été reçu et perçu par les hommes politiques libanais. Ma deuxième question, en tant que psychologue, j'aimerais savoir s'il y avait des psychologues sur le tournage avec les enfants. Voilà, merci. Alors, la première question, est-ce que comment les politiciens ont reçu je pense que, comme tous les politiciens, c'est-à-dire ils prétendent comprendre, ils prétendent être fiers, ils prétendent être contents de ce que ce film est en train d'accomplir. Et finalement, c'est très hypocrite parce que bon, c'est un film qui montre la défaillance totale de leur système et de ce qu'ils font. Donc, il y en a qui se sont pas du tout exprimés vis-à-vis de ça. Il y en a d'autres qui prétendent être très contents. Mais on va voir. Merci à vous. Ah oui, des psychologues sur le tournage, non. Non, on était les psychologues. Non, enfin, je ne sentais pas qu'il y avait le besoin, parce que ces enfants, ils étaient finalement heureux de participer à ce film. C'était bien, en fait, le danger, c'était en dehors du tournage. Le vrai danger, c'était dans leur quotidien.
de devoir se battre tous les jours pour exister, pour s'affirmer, devoir faire face à la violence de la rue, la maltraitance et l'abus. Là, c'était le contraire. On était en famille, on était bien, on était heureux, on était... Même si les scènes ont l'air d'être dures, oui, mais il y a des manières de faire. Vous savez, le cinéma aussi, on a des petites astuces. Enfin, des choses simples, quand par exemple, les gens me demandent « Mais comment tu as fait pour que cet enfant ne prenne pas le biberon ?» On a juste mis un peu de sel dans le lait, c'est tout. Parce qu'elle est habituée à un certain goût. Donc quand ce goût change, elle ne veut plus son biberon. C'est simple, c'est des petits trucs comme ça. Et pour la faire pleurer, par exemple, elle est très très gourmande. Donc il suffisait de lui montrer un bout de chocolat, de lui donner un tout petit bout, mais de prendre le reste. C'est tout. Elle était furieuse. C'est des petits trucs comme ça, en fait. C'est rien de très compliqué. Une dernière question avant de nous séparer. Monsieur. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Ah, oui. Voilà. Je suis Moussa Galem. Ce film, c'est un message. C'est un vraiment message qui doit passer, pas en France, mais dans le monde entier. Pourquoi ne pas créer une série télévisée et la mettre sur Netflix? Franchement. C'est mieux dans une salle. Et deuxième chose, il y aura Capharnaüm 2. Ça mérite, c'est un sujet qui est vraiment touchant. C'est un sujet qui touche des enfants qui peut-être bientôt deviendront des bons. C'est des bons à retardement, si on ne fait pas attention aujourd'hui. Et moi, je continue ce qu'elle a dit, mon ami. C'est pourquoi ne pas inviter tous les politiciens dans une salle, fermer les portes et qu'ils regardent Capharnaüm. Merci. Par rapport à la série télévisée, on y pense parce que, en fait, on a beaucoup de matière. On a tourné pendant 6 mois, donc 520 heures de rush. Donc, je suis très tentée de faire ça parce que la première version du film faisait 12 heures. Donc, peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. Et le projet de montrer le film à des politiciens est en cours. C'est-à-dire qu'on va en faire... Oui, d'accord. Bon, il nous reste à vous remercier Gaumont. Merci. Et remercier d'avoir présenté Médecins à la douleur.